Bonjour Benoît. Bonjour Viorel. Alors Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Euh, je vais commencer pour te présenter vite fait et puis peut-être toi tu pourrais nous dire un peu plus. Tu es senior data scientist à l'Assemblée nationale et aussi président d'une association, de l'association Code Carbone. Et je vais commencer tout de suite par te poser une question vis-à-vis de ton parcours. Pourquoi la data science? Comment tu es arrivé à travailler dans ce domaine et c'est quoi ce métier data scientist? Qu'est-ce qu'il fait un data scientist? Alors, vaste question. Alors, j'y suis arrivé il y a maintenant quelques années, mais au départ, j'étais développeur assez classique. Et ensuite, j'ai évolué vers la fonction de chef de projet parce que à l'époque, j'étais en ESN. On nous disait que si on voulait progresser, il fallait devenir chef de projet. Il n'y avait pas de progression en tant que développeur, donc ça a pas mal changé de ce côté-là. Mhm. Et bon, j'avais un peu de frustration finalement d'être chef de projet et plus développeur. Je continuais à faire des petits développements et il y a un moment, j'ai eu l'occasion de changer. J'ai créé une start-up dans le milieu du drone pour automatiser le vol de drone autour d'une structure, par exemple un pilier de pont ou un bâtiment, pour faire automatiquement des photos et détecter des fissures dans le béton, par exemple. Et ce qui m'a amené du coup au deep learning pour analyser les images et détecter automatiquement les fissures. Et ça m'a beaucoup plu. Et bon, le drone a beaucoup progressé en termes de photographie et vidéo, enfin, dans ce milieu, on va dire, plutôt artistique, et pas trop dans la partie industrielle. Donc finalement, on a mis fin à l'entreprise et c'est là où j'ai rejoint l'entreprise où on s'est croisés tous les deux pour faire de la data science sur des moteurs de recommandation. Et j'ai continué à me former avec avec les formations en ligne comme Coursera ou Fast AI. Et ensuite, j'ai rejoint une grande banque pour faire de la data science, enfin plutôt encadré. J'étais chef de projet technique plutôt que data scientist finalement dans ces missions. Et sur de l'analyse automatique de PDF et d'extraire des données, des choses comme ça. Et ensuite, il y a eu le Covid qui a mis fin à ma mission et c'est là que j'ai rejoint l'Assemblée nationale où je suis data scientist, où là j'ai pu vraiment revenir développeur à quasiment plein temps, on va dire, pour vraiment créer des projets et pour le coup qui n'étaient pas trop data science où je l'entendais dans le sens machine learning et choses comme ça. C'était plus de la manipulation de données, c'est plus du data engineer. Mais finalement, grâce au LLM, en fait, ça a permis de déclencher certains use cases qu'on est en train de regarder pour utiliser vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, c'est surtout les modèles de langage génératif, pour finalement répondre à certains cas d'usage dont on pourra reparler. Et donc ça montre aussi que voilà, le métier de data scientist c'est assez vaste parce que ça regroupe parfois certaines personnes sont plus ce qu'on appellerait statisticiens avant, donc les personnes qui connaissent vraiment qu'est-ce qui fait la fiabilité d'une donnée, comment on va tirer le meilleur parti des données, qui sont vraiment sur la partie qualité des données finalement. Il va y avoir des personnes qui vont être plus sur le traitement des données, donc on peut aussi appeler data engineer, mais qui sont aussi souvent appelés data scientists, et donc ça recouvre, et il y a aussi toute la partie des personnes qui font vraiment ce qu'on appelle plus de l'IA maintenant, d'entraîner des modèles d'apprentissage automatique ou d'utiliser des modèles de langage. Donc ça recouvre parfois les personnes qui entraînent vraiment les modèles et aussi les personnes qui les utilisent. Donc c'est un métier qui est devenu très très vaste. Ok. Et donc, j'ai toujours eu cette question, cette curiosité. Euh, il semblerait qu'avec l'IA et la data, maintenant, par exemple, des métiers comme la tienne, data scientist, sont de plus en plus proches du métier, en fait. Ce qui avant, ça avait l'air d'être un peu siloté. Il y avait la technique d'un côté, le métier de l'autre côté, etc. Avec l'arrivée des nouvelles technologies
et des équipes plus petites, plus agiles. Il semble que les data scientists sont vraiment une pièce importante aux côtés du métier, justement pour les aider à décrypter leurs besoins et puis Oui, oui, dans la connaissance métier est vraiment indispensable puisque bah, les données proviennent du métier en général dans une entreprise ou une administration. Il faut vraiment connaître le métier et donc être proche du métier. Et c'est vrai que bah, là, à l'Assemblée nationale, on a une équipe pluridisciplinaire et on est vraiment tout le temps en train de chercher bah, la voie du métier pour bien comprendre quels sont les besoins et les usages pour y répondre. c'est important pour quelqu'un de business d'avoir un bon data scientist à ses côtés pour réussir un projet. Oui, oui. Bah, surtout, bah, les données prennent de plus en plus d'importance dans les organisations, donc c'est vraiment important bah, d'avoir les bonnes personnes pour à la fois savoir fouiller les données, mais également les bonnes personnes pour savoir ce que veulent dire les données individuellement. Ouais, c'est ça. Et aussi parce que d'une certaine manière, les modèles d'intelligence artificielle c'est comme un digital twin presque. Bon, évidemment, un digital twin, c'est un peu plus, mais c'est vraiment l'extension de l'action métier. Ça peut être un agent, ça peut être tout simplement un modèle de machine learning, ça peut être quelque chose, mais c'est vraiment une extension. Ce n'est plus juste une application qui existe quelque part Oui, oui, fait et des même choses. si on prend même un tableau de bord basique, finalement, bah, derrière, il faut vraiment savoir bah, qu'est-ce qu'on veut afficher dedans, quel est le souhait du métier, quelles vont être les actions qui vont être prises par rapport à ce tableau de bord, et donc est-ce qui reflète vraiment le besoin qu'il y a derrière. Enfin, il y a plein de questions à se poser à chaque étape. Hmm. Et alors, parlons peut-être un peu plus de ça. Donc, dans nos conversations précédentes, tu m'as parlé des choses impressionnantes, je pense, qui sont possibles aujourd'hui grâce à l'IA et la data. Tu m'as parlé, par exemple, de comment des manières dans lesquelles une IA peut communiquer avec l'humain. Tu m'as parlé de comment faciliter l'usage à travers des simulateurs et aussi, par exemple, tu m'as parlé de l'UX pour visualiser et comprendre des data et des modèles complexes. Et tu m'as parlé aussi d'un serveur MCP. Et je voulais savoir, voilà, un peu plus sur les tendances dans l'IA et la data. Et peut-être tu peux voilà, tu peux nous accompagner un peu là-dessus. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour ceux qui voient cet épisode de savoir? Et qu'est-ce qui pourrait les aider en fait dans leur business, dans leurs activités? Oui, bah, je pense qu'on est, voilà, bah, les LLM maintenant sont arrivés bah, avec ChatGPT il y a quelques années, donc ça a commencé à être utilisé un peu comme des moteurs de recherche et finalement on s'aperçoit qu'il y a des choses beaucoup plus utiles à faire avec ces nouveaux outils qui sont de les connecter finalement aux données de l'entreprise ou de l'organisation. Et notamment, donc les MCP dont on a parlé, c'est MCP, c'est-à-dire modèle, contexte, protocole. C'est un espèce de standard de fait qui a été mis en place par Anthropic, qui est l'entreprise derrière l'IA qui s'appelle Claude, et qui est une idée assez simple, qui est juste de finalement formaliser un peu la façon dont on peut exposer des API, donc des interfaces logicielles, à, au modèle de langage et comment ils peuvent, pour rendre plus simple leur utilisation. Et ça a plutôt bien pris, puisque maintenant, il y a sur des sites qui référencent un peu les différents MCP disponibles publiquement, il y en a plus de 3000. Et donc, pour vous rendre un peu plus concret, quelque chose d'assez basique, ça va être par exemple de connecter le MCP va permettre de connecter votre messagerie à un LLM pour lui permettre, par exemple, d'envoyer un mail. Et donc, on peut comme ça parler au LLM en lui disant, bah, envoie un mail à telle personne. Il peut du coup envoyer un mail. Et donc, ça, c'est assez basique, mais ça ouvre beaucoup de perspectives parce qu'on peut finalement connecter. La plupart des logiciels ont des API disponibles et on peut en écrire s'il n'y en a pas.
Et donc, ça ouvre beaucoup de perspectives. Donc, on peut connecter, par exemple, une IA à son CRM et pour lui demander quels sont les derniers contacts clients, quelles sont les tendances, et lui demander fais-moi un rapport et puis envoie-le à mon responsable. Enfin, on peut vraiment faire des automatisations assez complexes. Et les LLM sont arrivés aussi à un niveau qui est que ils arrivent à comprendre l'intention de l'utilisateur, à choisir eux-mêmes les outils, parce que c'est ça, les MCP, on peut lui en donner plusieurs à la fois, avec chacun plusieurs fonctionnalités, et en fonction de la question de l'usager, le LLM, il va pouvoir sélectionner quel est l'outil le plus approprié, il va pouvoir enchaîner des appels d'outils, et après, on peut même avoir voilà, coder nous-mêmes des choses ou faire un peu des workflows finalement qui vont appeler des LLM à différentes étapes. Parce qu'on peut soit l'utiliser de façon interactive, donc avec toujours un humain qui pose la question et le LLM va utiliser les outils pour lui répondre, ou on peut aussi automatiser complètement le processus. Et par exemple, à l'Assemblée nationale, on utilise les LLM pour lire les textes de loi et extraire des paramètres et vérifier qu'on a bien tous les bons montants dans nos simulateurs. Je pourrais vous faire montrer un peu, partager mon écran pour vous montrer ce que ça donne, mais c'est un peu voilà, cette idée-là de connecter finalement les LLM à de la donnée indirectement ou en tout cas à des outils et pour vraiment ouvrir des cas d'usage assez impressionnants. Moi, ce qui m'a marqué, c'est par exemple un logiciel 3D qui s'appelle Blender de modélisation 3D, donc qui est assez complexe à utiliser. Et pourtant, on peut parler à Claude, le connecter. Donc ça peut se passer en local, par exemple aussi. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser une IA à distance comme Claude, une IA commerciale, et un logiciel, par exemple open source, qu'on aurait en local, et les deux vont pouvoir communiquer. Et donc l'IA va être capable de créer des modèles 3D. Mais oui, c'est important de préciser, même si c'est Claude Anthropic qui ont popularisé le système, il peut fonctionner avec n'importe quel modèle de langage, donc même avec des modèles open source qui tourneraient également en local ou à l'intérieur d'une entreprise pour que toutes les données restent confidentielles. C'est aussi possible d'utiliser dans ce contexte-là. Ah, mais c'est impressionnant. Donc, ça veut dire que toute application métier, pas que métier, mais toute application existante aujourd'hui, que ça soit un CRM, que ça soit, je sais pas, une application, voilà, comme ce logiciel 3D, toute application existante qui a une API, donc il y a la possibilité de communiquer avec l'extérieur. Elle peut être craft de certaines manières avec de l'intelligence artificielle en utilisant le serveur MCP. Oui, c'est ça. Et ça ouvre un champ de possibilités absolument énorme parce que, bien évidemment, peut-être pour les boîtes qui sont un peu plus petites, qui n'ont pas les moyens et qui peut-être voilà, pour les décideurs qui imaginaient qu'il faut tout refaire, tout réécrire comme à l'ancienne, il faut tout réécrire, il faut s'acheter des nouvelles applications, des nouveaux logiciels pour être au niveau avec la data EDIA. Aujourd'hui, avec le serveur MCP, ils peuvent très bien augmenter l'existant. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas tout à modifier, surtout que la plupart des logiciels ont souvent des API, ne serait-ce que pour voilà, il y a l'API dans le back-office pour communiquer avec les sites web, des choses comme ça. Et la plupart des outils, c'est quelque chose d'assez répandu finalement, ces histoires d'API. Donc ça, et le fait de transformer une API en serveur MCP, c'est vraiment très rapide à faire. Il faut juste finalement, ça revient presque juste à écrire une documentation de l'API. Donc souvent, ça existe même déjà. Et, et à utiliser une petite librairie qui en plus est disponible dans différents langages pour exposer cette API en MCP. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend voilà, quelques heures à faire. Hein. Ça peut vraiment être assez rapide. Alors après, il y a des considérations plus techniques de est-ce que les quantités de données qui peuvent être amenées par l'API, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, pour faire un prototype, est assez rapide. Tu, euh, Tu voulais nous montrer, tu peux nous montrer Oui, tout à fait. Voilà, pour donner un peu de contexte, voilà, c'est le site principal de mon équipe à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez retrouver sur aleximpact.an.fr. Et donc sur ce site, on a un simulateur socio-fiscal donc, qui vous permet de simuler l'impact de réformes pour l'impôt sur le revenu. Donc c'est
c'est ouvert à tout le monde, mais l'usage principal, c'est pour les députés ou leurs collaborateurs pour préparer des réformes. Et donc, on voit qu'à gauche, par exemple, il y a tout plein de possibilités sur l'impôt sur le revenu. On peut changer le barème de l'impôt sur le revenu, mais également, il y a énormément de ce qu'on appelle de paramètres qui peuvent changer. Et donc, c'est un des premiers usages de l'IA qu'on a étudié, c'était d'aller lire les textes de loi pour voir si les données ont changé, parce que même si on est à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas toujours à suivre toutes les mises à jour, puisqu'on a à peu près 2000 paramètres dans le simulateur. Et surtout, certains paramètres ne sont pas dans la loi, mais dans des décrets ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, regarder dans le code des impôts, d'extraire les paramètres et vérifier que le logiciel est toujours à jour. Donc, ça, c'est un premier usage. Mais comme vous le voyez, bah, la loi est assez complexe et donc les possibilités aussi. Et donc, le simulateur n'est pas forcément très facile à utiliser, même si on essaye qu'il soit le plus adapté possible et on fait des formations. Mais voilà, ça, faut imaginer que ça peut être n'importe quel outil dans une entreprise qui a beaucoup de fonctionnalités, donc c'est toujours un peu complexe. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait aider les usagers à mieux rentrer dans le logiciel et à mieux comprendre ses possibilités. Et donc pour ça, j'ai développé, alors c'est un prototype, mais c'est justement d'utiliser le système de MCP. Donc par exemple là, si je prends ici une question que j'avais préparée, où je lui dis je lui demande au LLM de récupérer finalement la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu en lui donnant la référence de l'article, de me donner son montant augmenté de 5% et de me dire en fait quel cas type je pourrais choisir dans l'outil LexImpact pour mieux visualiser l'impact des changements. Et donc je vais faire envoyer. Et pendant qu'il calcule, je vais vous montrer un peu le schéma d'architecture, si on peut dire. Donc il y a le chatbot que je viens de vous montrer qui est ici en rouge et qui va communiquer donc avec un LLM qui, là pour le cas actuel, est Claude, mais on a une version en ligne avec Llama. Il y a le petit serveur MCP que j'ai développé, mais du coup je pourrais même vous montrer le code, c'est vraiment, il y a quelques dizaines de lignes seulement, qui va communiquer avec une base de données Légifrance qui est rendue disponible par un outil qui s'appelle Tricoteuse, qui est un outil open source. Et on a aussi du coup une communication avec le simulateur LexImpact. Finalement, ce que fait le serveur MCP, c'est d'exposer les possibilités du simulateur pour qu'un LLM finalement puisse s'y retrouver. Et donc si je reviens sur l'outil MCP, finalement, on voit le chatbot où j'ai posé ma question. On voit ma question. Là, on a la réponse finale. Donc, oui, il va dire, pour visualiser l'impact du changement, il recommande d'utiliser le cas type de quelqu'un qui a des revenus moyens à élevés, un couple avec des revenus élevés et un célibataire avec des revenus moyens élevés. Et ceci parce qu'il a vu que, comme je lui parlais de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, donc les personnes qui ont les revenus les plus élevés, il a compris que c'était sur ces cas types qu'il fallait se concentrer. Et il a mis du coup un couple. Et il me dit que les variables à regarder, c'est évidemment l'impôt sur le revenu et le revenu disponible du ménage. Et il va me dire que l'augmentation de 5% de la tranche, il va me donner son montant. Et si on va plus bas pour voir ce qui s'est passé réellement, donc la première réponse du LLM, donc la question de l'utilisateur a été envoyée directement au LLM. Et là, je Et, et ce qui est intéressant et impressionnant dans ton exemple, donc non seulement ce serveur MCP, évidemment, on lui rattache un chatbot, on lui rattache un LLM qui jusqu'à maintenant, ça pourrait ressembler à un chat GPT classique, mais à travers ce serveur MCP, je tape directement dans des bases de données métiers. Euh, et encore plus important, vous avez et des opérations de traitement de données. Hein. Vous l'avez juste branché aux données dans leur forme classique. Oui, après, ce que j'ai fait là, c'est pour lui rendre par exemple, disponible la liste de toutes les possibilités. Et ben, j'ai récupéré une liste qu'on utilisait pour construire le site web. Alors que j'ai dû filtrer quand même, parce qu'il y a quand même des limitations actuelles avec les modèles de langage qui sont
ce qu'on appelle la fenêtre d'attention, donc le nombre de textes qu'il peut accepter en entrée. Donc on peut pas lui donner trop de texte, même si c'est en train de, voilà, sur la dernière version de Llama, on parle de 10 millions de tokens, donc là ça ouvre énormément de possibilités, mais la plupart des modèles de langage, même ceux avancés comme Claude, on est limité en termes de tokens. Et donc ça peut être un problème et qui fait que il faut quand même filtrer. Donc, mais pour ça, on peut par exemple donner dans le serveur MCP peut exposer au LLM un moteur de recherche. Par exemple, c'est ce que j'ai fait là quand je lui parle d'un article de loi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il a à disposition un petit serveur MCP qui va aller chercher dans la base de données. Il va pouvoir lui dire, bah, trouve-moi tel article de loi, et la base de données va lui renvoyer seulement l'article de loi à considérer. Donc, c'est des choses comme ça qui Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux vont dire, c'est réfléchir. que parfois, et j'ai eu des clients qui, bien évidemment, peut-être pour des bonnes raisons, mais ils ont l'air de construire des data pipelines, structuration des données. Dans notre cas, ça a l'air de le brancher directement à la donnée en tant que telle, évidemment avec les limitations de quantité là-dedans. Après, j'imagine que ces données peuvent être traitées davantage, mais pour l'instant, vous l'avez branché aux données existantes dans leur forme existante. Oui, oui. Bah, par exemple, le texte de loi, bah, je lui donne même pas juste le texte de loi, je lui donne toute une partie de fichier JSON en fait qui est envoyé par l'Open Data de Légifrance. Donc il a plein de choses mélangées et c'est pas du tout. Enfin, c'est une donnée structurée, mais je lui donne sans la remettre en forme finalement et le modèle il arrive à trouver dedans ce qui l'intéresse. Hmm. C'est ça aussi voilà, qui est assez puissant maintenant. Les modèles de langage arrivent à se débrouiller et on peut faire beaucoup de choses juste dans le prompt. Par exemple, j'avais un autre exemple de prompt ici où je peux lui dire, bah, réponds-moi en format YAML, donc il y a un format de données structuré, et il va le faire. Enfin, et ça ouvre beaucoup de possibilités. Et donc, si on revient au résultat de la façon dont ça se passe, les différentes étapes, on a tout en bas ici la première étape, qui est la première réponse du LLM à qui on a envoyé finalement la question. Ce qui se passe derrière le capot, c'est qu'on envoie au LLM la question avec un prompt supplémentaire qui contient finalement tout ce que peut faire le serveur MCP. Et comme ça, en retour, bah, ce que fait le LLM, il dit bah, je vais procéder par étapes. Et donc sa première étape, c'est dire bah, je voudrais le contenu de l'article dont on parle dans la question. Et donc là, il y a la réponse de l'outil, finalement, ça va être ça, le MCP va rendre disponible des outils. Donc la première réponse de l'outil, bah, c'est le contenu du texte de loi. Ensuite, le LLM, il va dire, ah bah, j'ai trouvé le montant de la dernière tranche dans le texte de loi. Il fait le calcul lui-même d'augmentation. Alors après, ça, évidemment, il faut mieux éviter dans un usage. Il vaut mieux lui donner peut-être un outil pour faire des mathématiques parce que les résultats mathématiques des LLM sont pas forcément fiables. Mais ça marche de mieux en mieux quand même, il faut reconnaître. Et il va dire, bah, l'étape suivante, c'est que je voudrais la liste des cas-types, comme dans notre question, on parlait de cas-types. Et donc là, on va lui donner la liste des cas-types et on voit qu'on lui donne bah, des identifiants, des titres, des descriptions. Et la réponse suivante, il va dire, ah, bah, je voudrais la liste des variables. On lui envoie la liste des variables. Et là, maintenant, il a toutes les informations finalement dans son contexte et il va pouvoir construire la réponse. Et ça, bah, on peut plus ou moins le guider avec des prompts en lui disant, bah, réponds-moi vraiment répond à l'utilisateur uniquement si tu as les données. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles parce que bah, ça pose évidemment pas mal de questions de rendre disponible à l'utilisateur. C'est pour ça que ça, c'est un prototype que je vous montre. Et voilà, on est encore en train de réfléchir. Est-ce que ça va vraiment aller en production un jour ou pas? Parce que bah, il faudrait pas que le LM critique la loi le projet de loi d'un député, par exemple. Enfin, il y a pas mal de choses auxquelles il faut réfléchir. Ou si vous le mettez en disposition d'un client, bah, et il faut éviter aussi ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que le LLM fabrique une réponse. Donc ça, les MCP, c'est quand même un vrai moyen de cadrer les réponses puisque de les baser sur des vraies données. Donc ça évite que le modèle il invente. Mais par exemple, j'ai déjà vu quand pendant le développement, bah, quand il y a le serveur MCP répondait pas ou il répondait une erreur, bah, le LLM il essaie quand même de répondre au client, et bah, il pouvait inventer tout seul la réponse. Par exemple, si je lui demandais de faire un calcul de l'impôt sur le revenu, bah, au lieu d'utiliser notre simulateur, il le faisait tout seul. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut travailler et étudier pour éviter que ça se produise.
Donc il y a des limitations comme ça. Il peut y avoir aussi une limite de coût parce que évidemment, plus vous voulez quelque chose d'évoluer, plus il faudra un modèle évolué et qui accepte beaucoup de tokens et plus ça peut coûter cher et avoir aussi un impact environnemental. On pourra en reparler avec Code Carbone. Voilà, parce que là, c'est vraiment assez vaste les possibilités et ça reste l'LM générique, donc il a toutes ces capacités de LM générique. Vraiment, c'est un peu nouveau finalement comme outil et comme interaction, donc il faut aussi former les utilisateurs parce que on un peu tous expérimenté. Quand ChatGPT est sorti, les personnes le confondaient avec un moteur de recherche et cherchaient leur nom, et ChatGPT les connaissait pas, et donc il répondait n'importe quoi, il inventait des histoires, il y a même eu des procès. Mm. Et donc, par exemple, si j'extrapole un peu cet exemple, ça veut dire que si je suis une petite PME qui a, par exemple, un CRM, peut-être même des données, un outil comptable, il a toutes les informations financières et peut-être qu'il y a aussi des outils qui a un SharePoint. Demain, à travers ce schéma, je pourrais connecter le serveur MCP à tous ces outils-là. J'ai accès à tous ces outils de l'entreprise et avec, bien évidemment, avec un peu de travail à l'interaction entre le système et l'humain, on pourrait vraiment accéder à tous ces données de l'entreprise assez facilement. C'est d'une manière sécurisée et travailler avec une intelligence artificielle. Oui, oui, et même potentiellement sans développement, parce que là, j'ai connecté notre outil maison, donc évidemment, il faut que le développe, mais si vous utilisez un CRM du marché, il est probable qu'il y ait alors déjà ou bientôt un module MCP disponible, et donc vous pouvez directement le connecter à votre outil de chatbot. Et alors après, il y a les questions de confidentialité. Donc mais par exemple, le client, le logiciel de Claude que vous pouvez installer sur votre ordinateur, vous pouvez déjà le connecter à plein de serveurs MCP que vous pouvez installer. Il commence à y avoir des outils pour les installer juste en un clic de souris et ça va fonctionner. Après, pour les organisations, il y a effectivement la question de la confidentialité. Il vaut mieux utiliser un LLM qui soit interne pour les données clients. Et, et des choses comme ça à considérer. Mais en tout cas, ça peut être vraiment, techniquement, ça peut être vraiment facile parce qu'il y a déjà plein de serveurs MCP. Quand je parlais de l'envoi de mail ou même tous les outils du marché, on parlait d'outils 3D. Enfin, il y a vraiment une tendance maintenant à ouvrir les outils MCP. Donc, à la fois dans les outils qui hébergent les données, mais aussi les outils qui utilisent des LLM. Par exemple, les outils de développement comme VS Code, cette semaine, ils viennent d'ajouter le support de MCP. Donc, vous pouvez ajouter des outils. Et donc, on peut imaginer que, au fur et à mesure, la plupart des outils vont être connectables comme ça, de cette façon, et qu'il y aura des magasins d'applications. Enfin, ça ouvre vraiment des perspectives. J'ai l'impression que c'est une grosse tendance de cette année, là, où on va voir beaucoup de choses autour des MCP. Merci beaucoup pour la démo. Je sais aussi que tu es président de Code Carbone. Alors, c'est quoi Code Carbone? Alors, Code Carbone, c'est un paquet Python, donc c'est un outil technique qui permet principalement aux data scientists de mesurer les, les émissions de CO2 liées aux infrastructures informatiques, enfin, principalement aux serveurs. Donc c'est un petit outil que vous pouvez installer, ajouter à vos logiciels, donc vraiment en 2 lignes de code, hein, où on importe le paquet Python et vous pouvez mettre un petit décorateur sur la fonction qui fait les calculs. Et Code Carbone va communiquer avec la machine sur lequel il tourne pour savoir combien consomme le processeur, quelle est la quantité de RAM utilisée, quelle est la quantité d'électricité utilisée par le GPU. Et il va géolocaliser la machine pour connaître le pays dans lequel tourne le programme et utiliser l'intensité carbone de l'électricité, donc c'est-à-dire le nombre de quantités de CO2 émises pour chaque kilowattheure d'électricité produite dans le pays, et multiplier ça par la consommation électrique de la machine. Et comme ça, vous pouvez connaître finalement l'empreinte carbone de votre entraînement de machine learning ou de votre serveur d'API. Et on a aussi une API qui permet de centraliser ces données et de les afficher sur un dashboard.
Et justement, ce qu'on est en train de regarder aussi, c'est qu'on a fait un petit serveur MCP pour justement notre API Code Carbon, ce qui vous permet donc aux développeurs directement dans VS Code, à la fois de l'aider à utiliser Code Carbone et même il peut poser la question quelles sont mes émissions de CO2 d'aujourd'hui et du coup directement le chat de VS Code va pouvoir communiquer avec notre API et lui donner la quantité d'émissions de CO2. Donc ça montre bien voilà toute l'usage qu'on peut avoir du MCP. Voilà, ça ouvre beaucoup de perspectives à tous les niveaux. Et ça c'est énorme, particulièrement pour les entreprises dans leur démarche ESG, dans leur démarche de responsabilité environnementale, avec toutes les réglementations étatiques et européennes où ils se doivent de s'assurer que ils ont une empreinte carbone réduite sur toute leur chaîne de valeur, y inclut la partie technologique et technique, Oui, tout à informatique. fait. Et donc ça permet aussi aux développeurs de se faire une idée parce qu'on voilà, on entend, moi c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le projet à la base il y a maintenant 4 ans, c'était on entendait un peu et ça continue tout et n'importe quoi en disant certaines personnes disent que l'impact est énorme, d'autres qu'il y a zéro impact parce que c'est dans le cloud, c'est tout virtuel et comme souvent, toujours la vérité est entre les deux et donc Code Carbone ça permet de se faire vraiment une idée de quel est l'impact réel. Et donc c'est un projet open source et donc n'importe qui peut l'utiliser et l'installer. Ah, il y a aussi donc ils peuvent le trouver sur votre site, c'est ça? Ou comment ils peuvent y accéder? Oui, oui, c'est codecarbone.io et donc il y a la documentation et le site est hébergé sur PyPI, donc il y a juste à faire pip install code carbone et voilà, le projet est assez connu dans le milieu, donc on trouve facilement de la documentation et de l'aide, etc. Benoît, comment tu vois le monde? Enfin, on vit actuellement, c'est un monde d'un mouvement, bien évidemment. Il y a beaucoup de changements technologiques, économiques. Mais comment tu vois ce monde du futur? Comment tu vois la place de l'IA? Comment tu vois, voilà, l'évolution technologique, peut-être sociétale, économique dans les prochaines années? Eh ben, je serais bien prétentieux de pouvoir répondre à cette question, mais voilà, on se le sent comme beaucoup de monde que voilà, que l'IA arrive et que c'est pas juste du buzz et que voilà, il y a des vrais usages qui ça met toujours un peu de temps le passage du buzz aux implémentations au quotidien, mais voilà, je sens vraiment que ça s'accélère, qu'on a de plus en plus de possibilités qui sont ouvertes, et donc c'est voilà, de dire où on en sera dans quelques années, c'est très complexe et c'est assez inquiétant quand on voit les possibilités. Voilà, je pense que dans quelques années, ce sera plus acceptable de faire sans finalement parce qu'il y aura un tel écart de productivité que ce sera difficile de faire sans. Donc il y a effectivement des grands moments à venir et j'ai l'impression que voilà, pour parler de ce que je connais le plus du coup qui est le développement, je pense que ça va changer la pratique des développeurs où on va devenir plus des architectes finalement voilà, qui auront besoin quand même de connaître un peu les possibilités technologiques pour les utiliser à bon escient et donc de finalement piloter des LLM qui feront vraiment le développement mais en leur donnant les instructions les plus appropriées possibles. Voilà. Après, c'est peut-être illusoire aussi, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de cet usage-là, mais voilà, je pense que l'humain va quand même rester quelque temps dans la boucle. Et puis moi, je l'espère. Mais c'est effectivement voilà, des questions où là, c'est donner une perspective à quelques années, je pense que c'est beaucoup trop aventureux. Merci beaucoup, Benoît. Merci Viorel pour l'invitation. Et oui, merci pour avoir pris le temps et pour toutes les informations. Je pense que c'est hyper intéressant et ça ouvre un champ du possible absolument énorme. Et peut-être à la prochaine dans un autre épisode. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.